parti normalement. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la page d'accueil? C'est parfait. Parfait, ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des ordinateurs plongés parce que maintenant, de nos jours, tout plongeur en a un sur lui, mais ne sait pas forcément bien l'appréhender et faire attention aux points essentiels. Alors, ce n'est pas un cours sur la désaturation, parce que l'ordinateur va nous servir à calculer la désaturation, donc ce n'est pas un cours là-dessus. C'est simplement pour expliquer globalement le fonctionnement, les différents paramètres qui existent dans les ordinateurs, les données qui sont affichées et auxquelles on doit faire attention, et surtout les limites d'un ordinateur et les précautions qu'on doit prendre dans son utilisation. Et ensuite, je listerai pas mal de critères qui existent selon les ordinateurs, selon les modèles, les marques, les prix, etc. Des points qui sont intéressants à comparer quand vous voulez acheter ou changer un ordinateur. Par contre, je ne ferai aucune pub sur des ordinateurs. Je vous donnerai moi mon ressenti par rapport aux 2-3 que j'ai pu utiliser ou que je maîtrise à peu près, mais sans aucun jugement de valeur en tant que tel. J'espère que je resterai objectif. Alors, à quoi sert un ordinateur? Il permet d'assurer sa propre désaturation et d'assurer une fin de plongée en sécurité. C'est-à-dire que quand on est sous l'eau, on ne peut pas remonter n'importe comment en surface. Alors, ce cours, je n'ai pas regardé exactement tous ceux qui étaient là, mais on va du prépa niveau 1 au MF2. Donc, sur certains points, je risque d'être très simpliste volontairement pour ceux qui n'ont pas encore eu des cours, que ce soit en prépa niveau 1, prépa niveau 2, qui n'ont pas eu les cours de DSAT et autres. Donc, vous inquiétez pas. Donc voilà, on ne peut pas remonter en surface n'importe comment, on a besoin de maîtriser sa vitesse de remontée, des temps de palier, etc. Et ça, c'est l'ordinateur qui va gérer cette remontée pour qu'on reste en sécurité. Comment il fonctionne? En fin de compte, il va suivre pendant toute la plongée différents paramètres, on en reparlera, et il va nous donner toutes les informations nécessaires pour notre retour en surface, et en particulier le temps et les profondeurs de palier que l'on doit respecter. Et je rappelle que l'ordinateur est obligatoire à partir du moment où on plonge en autonomie ou que l'on descend en dessous de 20 mètres. C'est-à-dire que dès la prépa niveau 2, vous avez besoin d'un ordinateur parce que vous allez travailler l'autonomie et vous allez descendre en dessous de 20 mètres, ou en prépa PE40. Donc, très rapidement, ça fait partie du matériel que vous allez acheter pour ceux qui n'en ont pas encore. Alors, ce que je disais, important de connaître les limites, toutes les précautions que l'on doit prendre pour utiliser un ordinateur et pas lui faire une confiance aveugle, parce que c'est ça très souvent le problème, c'est que l'ordinateur a dit, donc j'ai fait, mais c'est pas forcément intelligent, c'est qu'une machine. Et pour ça, pour maîtriser un ordinateur, il faut lire et comprendre les notices. Et quand je dis lire et comprendre une notice, en général, il faut la lire, la relire, la re-relire et en discuter avec d'autres, parce que c'est souvent très compliqué, très difficile à lire et assimiler. Mais après, il y a quelques points très importants à connaître quand on lit une notice. Et c'est pas sous l'eau quand d'un seul coup on a un message qui dit SOS, qui dit FAST, qui dit ceci, cela, qu'il faut commencer à se dire ah mince, si j'avais su, j'aurais regardé les pages qui suivaient et je ne me serais pas arrêté à la 5e. Alors, juste 2 petits mots sur la saturation et la désaturation. Quand on plonge, notre corps va se charger et se décharger en azote. Donc l'azote qui est un des gaz qu'on respire, qui va rentrer dans le corps. Et ça, c'est en fonction de la profondeur, de l'état actuel de saturation, c'est-à-dire si on est au début de plongée, fin de plongée, etc., on aura plus ou moins saturé. Et donc, ça dépend du temps que l'on a passé au fond, des profondeurs que l'on a atteintes, et également des plongées précédentes. C'est-à-dire que si on a plongé le matin, même si on est déjà sorti de l'eau, qu'on a fait nos paliers, on est toujours légèrement saturé en azote et on en tient compte dans la plongée de l'après-midi parce qu'on va rajouter encore plus d'azote sur ce qui nous restait. Et
comme l'azote, la désaturation en azote, c'est-à-dire le moment où l'azote va sortir du corps, c'est une phase qui peut être dangereuse si on ne respecte pas tout ce qu'il faut. Ben, on doit suivre, pour la remontée, on doit suivre un protocole. Ce protocole s'appuie sur un modèle. Alors un modèle, ça tente d'approcher la réalité, d'essayer de faire au mieux, de dire comment le corps réagit en fonction de son historique, c'est-à-dire du temps passé au fond, des profondeurs, etc. Et en fonction des modèles, on va avoir une vitesse de remontée de données et des paliers à respecter. Donc un palier, c'est par exemple de devoir passer 6 minutes à 3 mètres. Et tant que ces 6 minutes ne sont pas passées, on ne revient pas en surface. Voilà pour la saturation des saturations en quelques mots. Et l'ordinateur, en fin de compte, pardon, j'avais un petit schéma qui ne s'était pas affiché. L'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre la plongée comme si c'était des petites tranches de temps. Et à chaque fois, il va calculer quelle est la saturation à l'instant T. Et dans 10 secondes, 5 secondes, quelle est la nouvelle saturation avec le temps que je viens de passer en fonction de cette profondeur. Alors, le principe de l'ordinateur, c'est que c'est une grosse calculatrice. C'est une calculatrice qui va utiliser donc un petit programme qui est le modèle dont je parlais, et pour le faire tourner, a besoin d'informations qui sont captées par l'ordinateur. Ça va être des capteurs de pression, c'est-à-dire en fonction de la profondeur dans l'eau, on a une pression d'eau qui est différente, et ça, c'est ce qui va être utilisé pour connaître la profondeur et pour les calculs. Il peut y avoir donc, une mesure du temps, bien sûr, pour savoir le temps qu'on a passé. On peut avoir des capteurs de température, des capteurs de pression si on a une sonde, etc. Il y a différentes choses. Et puis, un programme et des constantes. Donc, notez ici constantes mathématiques, c'est-à-dire des paramètres que l'on définit et que l'on peut, pour certains, modifier pour pouvoir faire ce calcul. Et ça va nous sortir un affichage avec une profondeur, un temps de décompression, donc une durée de palier, etc. Pour certains, il y a aussi, pour pratiquement tous, il y a un petit haut-parleur qui permet d'avoir des bips pour prévenir quand il y a des problèmes, etc. Et le tout, ça fonctionne bien sûr avec une pile, ce qui est important parce que selon les modèles, le type de pile et le changement de pile est différent. Donc, voilà, l'ordinateur, c'est jamais qu'une calculatrice avec un petit programme. Ce programme est différent selon les modèles d'ordinateur et toute une série de capteurs pour fonctionner. Et au fur et à mesure de la plongée, il va recalculer tout le temps, ce que je me disais, par petites tranches de temps. Il regarde quel est l'état de saturation, si ça fait 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes qu'on est au fond, 10 minutes, 20 minutes, etc. Et à chaque fois, il va dire, mais voilà, là maintenant, je suis à tel niveau de saturation, vous êtes à telle profondeur, pour pouvoir remonter, vous devez respecter un palier ou pas de palier. Au début, il n'y a pas de palier, il va dire qu'il n'y a pas de palier nécessaire, et il va à chaque fois adapter le protocole de remontée. Et c'est ça que l'on suit pendant toute sa plongée. On regarde pour savoir si on peut remonter immédiatement, si on doit respecter un palier ou pas. Il affiche bien sûr d'autres informations importantes. La profondeur actuelle, ça c'est important également pour vous, pour savoir, pour respecter vos prérogatives. Si vous êtes niveau 1, vous êtes limité à 20 mètres. Votre encadrant va surveiller qu'il ne descend pas en dessous de 20 mètres. Si vous êtes en autonomie, c'est à vous de le surveiller. La profondeur maximum que vous avez atteinte, parce que vous êtes peut-être maintenant à 10 mètres, mais si vous êtes descendu à 40 mètres, forcément, le protocole de remontée n'est pas le même. Vous avez votre durée de plongée, c'est important. Le directeur plongée vous a dit vous avez droit à 20 minutes à 40 mètres. Vous devez suivre votre temps. Vous avez également une vitesse de remontée. Selon les ordinateurs, c'est soit une vitesse en mètres par seconde, soit c'est en mètres par minute, pardon, soit c'est des pourcentages par rapport à une vitesse maximale tolérée. Vous avez une info qui est assez intéressante, j'en reparlerai un petit peu après, ce qu'on appelle la DTR, la durée totale de remontée. C'est-à-dire que quand vous regardez votre ordinateur, si vous savez où trouver l'info, vous savez qu'il vous faut, par exemple, 11 minutes pour remonter. Et dans ces 11 minutes de remontée, vous avez le temps de remonter, le temps de palier, etc.
Et c'est important pour, par exemple, calculer l'air dont vous avez encore besoin, savoir si tout va bien ou pas. Et puis, vous avez beaucoup d'autres informations qui peuvent apparaître. Là, c'est un exemple, donc c'est un Scuba Pro, ça va être le Sol ou le Luna, je ne sais plus exactement, non, ça doit être le tout dernier, le Galileo 2, là. On trouve différentes infos, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge, vous avez la profondeur actuelle, donc là actuellement on est à 12 mètres, il fait 17 degrés dans l'eau, ça fait 51 minutes que l'on plonge, on a une DTR, donc ici ça s'appelle TAT, mais c'est la DTR, la durée totale de remontée de 11 minutes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rejoindre la surface en moins de 11 minutes, parce qu'on a besoin donc de remonter des 12 mètres, plus 10 minutes à 3 mètres. Ça, c'est le palier. Ça, c'est la partie importante. On sait qu'il va falloir rester en dessous de 3 mètres pendant 10 minutes. Sur cet ordinateur-là, on a également une fréquence cardiaque, mais ça, c'est anecdotique. On a une sonde, donc il est capable de donner l'air restant dans la bouteille. Donc, il reste 59 bars. Il reste 11 minutes de plongée. Pour faire des calculs, on est léger, un petit peu limite. Le temps, RBT mine, je suis pas sûr, je crois que c'est le temps restant avant la réserve, mais je n'ai pas vérifié, tout dépend comment la réserve a été mise. Je pense que sur cet ordinateur-là, elle est mise à 0. Et puis, on voit également le pourcentage d'oxygène, ça c'est pour savoir le type d'air que l'on respire, pour ceux qui plongent au nitrox, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un écran qui est assez simple, où on retrouve vraiment les informations importantes pour un plongeur au moment où il est sous l'eau, sa profondeur, le temps qu'il a déjà passé sous l'eau, les paliers qu'il doit respecter et sa durée de remontée. Et en plus, la pression restante dans la bouteille dans cet exemple. Donc voilà, c'est vraiment ça, on va dire, les informations principales d'un ordinateur. Et ensuite, selon les ordinateurs, vous allez pouvoir, en appuyant sur les ou le bouton, avoir des informations autres. Par exemple, ici, on ne voit pas la profondeur max, qui peut être utile, surtout quand vous allez donner vos paramètres sortie de l'eau, etc. Je vous ai parlé de paliers. Il y a deux notions de paliers, soit des paliers, ce qu'on appelle fixes, ou des paliers continus, ou des plafonds. Les paliers fixes, c'est ce qu'on trouve sur pratiquement tous les ordinateurs, à part les Suunto, en tout cas pour les ordinateurs classiques que l'on trouve en France. Après, il y a peut-être des ordinateurs plus techniques que je ne connais pas. Palier fixe, c'est en fin de compte, les paliers sont pour 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres, etc. Donc nous, dans le cadre du club, on aura du palier à 3 ou 6 mètres, et rarement à 9 mètres, parce que ça commence à être vraiment de très très grosses plongées. Mais ce palier est donné comme ça, c'est-à-dire vous remontez, dans cet exemple-là, on est à 30 mètres, l'ordinateur annonce 11 minutes de remontée complète, dont 3 minutes à 6 mètres. Ce qui veut dire qu'on va avoir 3 minutes de palier à 6 mètres, plus du temps à 3 mètres. Mais on sait que c'est toujours 6 mètres, 3 mètres. Sur des ordinateurs type Suunto, c'est des paliers continus, c'est des plafonds. Et en fin de compte, ce qui est donné par l'ordinateur, alors je ne connais pas assez, je n'ai jamais vu en fonctionnement, hein, donc je n'ai pas vu d'écran précis là-dessus, mais il va dire, attention, vous ne devez pas dépasser 11 mètres. Et puis au bout d'un moment, vous avez commencé votre remontée, et puis au bout d'un moment, il va considérer que c'est bon, maintenant vous pouvez atteindre 7 mètres. Puis après, vous avez le vrai palier, le stop, à 5 mètres. Donc c'est quelque chose qui est un peu particulier. Je ne l'ai pas vu en fonctionnement, comme je vous disais, mais ça peut être surprenant. C'est-à-dire que comme quand vous allez être discuté ordinateur, soit pendant une formation, soit avec d'autres plongeurs, on parle toujours des paliers 3 et 6 mètres. Donc quand vous allez commencer à voir des plafonds à 7 mètres, 11 mètres ou autres, vous risquez de ne pas comprendre si vous ne maîtrisez pas suffisamment votre ordinateur. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser si vous avez un Suunto. Et ensuite, donc, vous avez du palier et je crois que j'en reparle après. Pareil, on a les paliers qu'on appelle de sécurité ou paliers de confort, c'est-à-dire les 3 minutes à 3 mètres que l'on se rajouterait en général en fin de plongée, en plus des paliers obligatoires. Chez Suunto, ces 3 minutes sont incluses dans le temps complet.
C'est-à-dire que si il a demandé un arrêt de 5 minutes à 5 mètres, c'est peut-être 2 minutes de palier obligatoire et 3 minutes de palier de confort ou de sécurité qui ne sont pas obligatoires. Donc ça, pareil, ça surprend un petit peu parce qu'on voit des temps de palier très importants, alors que dans les faits, c'est du palier plus le palier de sécu. Voilà. Donc toujours pareil, bien essayer de maîtriser, de connaître vos ordinateurs pour ne pas être surpris. Moi, ça m'est arrivé avec 2 plongeurs qui avaient des Sunto que j'encadrais. Et quand j'ai commencé à voir leur temps de palier par rapport au mien, j'étais vraiment surpris et puis je me suis souvenu de ce point. C'est pour ça que j'en parle. Donc, l'ordinateur, c'est une calculatrice, je vous ai dit, et qui a un modèle, et ce modèle va utiliser donc, des données d'entrée qui sont des sondes extérieures, le temps, la profondeur, etc., mais également des paramètres que l'on va pouvoir modifier par soi-même ou qui se modifient en automatique. Vous avez le type d'eau. L'eau douce et l'eau salée ne réagissent pas de la même façon à la pression de l'eau n'est pas la même en fonction de la profondeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est important dans le calcul, et donc vous pouvez le changer. Alors ça va surtout vous traduire correct. Le calcul en lui-même est bon parce qu'il se fait sur une base de pression, mais la profondeur qui vous affiche peut être légèrement modifiée. C'est pas un écart monstrueux. À la fosse, par exemple, qui est en eau douce, je crois que le fond doit être annoncé à 19,80 m au lieu de 20 mètres si vous étiez, si votre ordinateur est resté en eau salée alors que vous êtes en eau douce. Donc ça ne fait pas des très gros écarts, mais c'est toujours bien de préciser le bon type d'eau. L'altitude, l'altitude c'est très très important par rapport aux différences de pression que l'on a entre l'air et l'eau. Et selon les ordinateurs, soit c'est réglable, c'est-à-dire qu'on peut préciser qu'on est dans une altitude basse, entre 0 et 400 mètres par exemple, dans une altitude moyenne ou une altitude haute pour ceux qui feraient de la plongée en montagne. Et je dis bien en montagne, hein, c'est-à-dire que des lacs comme le Bourget ou Annecy sont dans des altitudes à moins de 500 mètres. Donc on n'est pas dans des altitudes très hautes. Alors ça, c'est soit réglable, soit pour certains, c'est automatique. C'est-à-dire que l'ordinateur de lui-même va détecter la pression de l'air et en déduire dans ses calculs, voire c'est absent et vous n'avez pas de gestion d'altitude. Ensuite, la dureté du modèle. Donc le modèle, c'est vraiment ce qui va vous donner une sécurité et, je vous l'ai dit, ça essaye de faire une approximation de la réalité, c'est-à-dire de votre corps, de la réaction de votre corps à la profondeur, etc. Mais chacun est différent. Donc, le modèle n'est pas forcément bon pour vous ou pour moi. Et chaque personne est différente elle-même dans le temps. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, s'il fait froid, si vous manquez d'entraînement, parce que vous n'allez pas nager à la piscine, comme certains, etc., le modèle pourrait vous dire vous pouvez remonter comme ça sans problème, alors que votre corps, lui, n'a pas désaturé suffisamment. Et donc, on a possibilité de durcir le modèle. Il y a des réglages, en général, du style c'est P0, P1, P2, P3. Et plus on va durcir le modèle, plus il va être contraignant sur les paliers à respecter, de manière à assurer une meilleure désaturation du corps. Ça, c'est quelque chose, c'est chacun qui va le paramétrer par lui-même. Donc, c'est important qu'il se connaisse et qu'il soit capable de jouer là-dessus. Et c'est aussi important qu'il en parle aux autres plongeurs, parce que une palanquée de 3 personnes qui plongent, dont un qui a très fortement durci son ordinateur, les 2 premiers vont regarder, ils vont voir des temps de palier qui sont assez courts, et puis en fonction de la quantité d'air, ils décident de continuer un petit peu la plongée, alors que l'autre a des paliers très importants et donc doit remonter plus rapidement par rapport à la quantité d'air qu'il a. Donc, pour ne pas surprendre le reste de la palanquée, c'est toujours bien d'être capable de dire « attention, j'ai durci mon ordinateur », etc. Ensuite, il y a des notions de palier profond. Ça, on pourra en rediscuter à la fin si vous voulez. En général, on peut les couper ou pas. Donc, les paliers profonds, c'est des paliers plutôt à 16, 17 mètres, 19 mètres, etc., qui sont optionnels, mais qui vont quand même s'afficher. Alors, ça dépend des ordinateurs. Hein. C'est assez récent comme notion. Mais on peut couper cet affichage. Donc, ça, c'est pareil à vous, en toute connaissance de cause,
vous pouvez décider de les afficher ou pas les afficher. Et ensuite, il y a plein d'alarmes, des avertissements que l'on peut mettre ou pas mettre. Les alarmes, ça peut être simplement un affichage qui vous dit attention, remontez trop rapide. Ça peut être un signal sonore, et l'ordinateur va biper. Et ça peut être pour certains une vibration que l'on sent au poignet. Et ça évite d'avoir, pour ceux qui ont déjà plongé en fosse, des bips toutes les 2 secondes, et ça, on ne sait pas qui bip. Quand c'est une vibration, c'est sur votre poignet, vous savez que c'est vous. Ça, pareil, ces alarmes, elles peuvent être plus ou moins paramétrées. Certaines peuvent être complètement coupées, il n'y a plus aucune alarme. Et c'est à vous de surveiller votre ordinateur pour savoir ce qui s'affiche. Et d'autres, vous pouvez simplement dire je veux que l'affichage, mais pas le signal sonore, ou inversement. Et il y a certaines sécurités, j'en reparlerai un petit peu après, type les remontées rapides. Certaines sécurités peuvent être carrément coupées sur certains ordinateurs. Donc pareil, il faut les connaître, il faut connaître votre ordinateur pour savoir si la sécurité est bien active. Parce que si vous pensez qu'elle est active alors qu'elle a été coupée, vous risquez d'être surpris. Et si vous la coupez, c'est vraiment en sachant exactement ce que vous faites. C'est des choses qui sont plutôt réservées à des moniteurs qui font de la formation. Donc, voilà vraiment les grands principes du calcul. Maintenant, c'est surtout les limites et les précautions à prendre avec un ordinateur qui sont importantes. Je vous ai dit, l'ordinateur s'appuie sur un modèle mathématique qui essaye de faire une approximation de la réalité. Ce qu'on dit toujours, c'est que tous les modèles sont faux, mais certains sont pratiques. Et les modèles qu'on utilise sont suffisamment pratiques. Ils ont des marges de sécurité qui font que, dans l'ensemble, ça représente assez bien un plongeur, je dirais, moyen. Mais dès qu'on va commencer à sortir un peu du cadre, on peut avoir des problèmes. L'approximation se fait dans un cadre très très précis. Par exemple, un ordinateur, c'est 2 plongées par jour maximum. Alors c'est pas dit comme ça, mais c'est une personne en bonne santé, ayant une bonne condition physique. Quelqu'un d'entraîné, quelqu'un qui a jamais plongé et qui va faire une 40 mètres ne réagira pas forcément de la même façon que quelqu'un qui est beaucoup plus entraîné, qui a une bonne condition physique, qui n'a pas de stress, etc. Donc il ne faut jamais extrapoler par rapport au cadre de l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il est bête et méchant. C'est-à-dire qu'il a une formule, ce que j'ai essayé de vous symboliser sur ce schéma-là. C'est-à-dire que dans un cadre, les expériences ont montré qu'on avait des données X, n'importe quoi, ça ne veut rien dire, mais ces données ici, et on a calculé que, on pouvait tracer une droite, et ce modèle-là représente très bien la réalité dans cette plage. Par contre, si je vais plus loin que cette plage d'utilisation, l'ordinateur, lui, il continue le même calcul. On lui a dit que c'est une ligne droite, donc il continue à calculer sur cette base-là. Et le modèle est projeté selon, il va vous donner certaines données, certains résultats, un certain protocole de remontée, alors que la réalité, c'est peut-être une courbe qui n'est pas droite, mais qui remonte de façon exponentielle, ou à l'inverse, une courbe qui a tendance à s'écraser un petit peu. Et ça, on n'en sait rien, parce que l'ordinateur n'est pas fait pour calculer dans cette plage. Et typiquement, le nombre de plongées, un ordinateur, c'est un peu comme les tables qui sont utilisées anciennement, les tables fédérales, sont données pour 2 plongées par jour. Mais si vous faites 3 plongées, 4 plongées, 5 plongées, il va continuer à calculer. Il sait quelle est votre saturation, parce que vous avez plongé avec, il continue à calculer, mais il continue à calculer selon une certaine logique. Mais cette logique n'est plus forcément bonne. La saturation du corps, quand on commence à être à 3 ou 4 plongées, est peut-être pas la même que quand on est à sa première plongée. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, est trop souvent oublié par le plongeur. C'est qu'il se dit, c'est bon, l'ordinateur calcule. Oui, il calcule, mais il sait plus ce qu'il calcule. Il continue, il calcule, il vous donne des résultats. Mais à vous d'être un petit peu plus intelligent que lui et vous dire que peut-être que s'il y a des consignes à respecter, c'est peut-être pas pour rien. Donc, voilà. Donc, le modèle est forcément faux parce qu'on est tous différents. On varie dans le temps en termes de santé, de fatigue, de stress, de froid, etc. On respecte les principes du modèle. Donc,
le nombre de plongées, la vitesse de remontée, c'est pareil, la vitesse de remontée, si vous remontez, si un ordinateur vous dit 10 mètres par minute et que vous remontez à 20 mètres par minute, il va vous calculer une désaturation, il va vous mettre des avertissements parce que vous êtes trop rapide, mais il aura calculé quelque chose. Si vous faites une remontée très rapide à 30 ou 40 mètres minute, il vous aura calculé quelque chose. Mais si vous décidez de replonger derrière, peut-être que vous n'êtes plus dans le cadre de l'ordinateur avec la bonne condition de santé pour replonger. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles on doit faire attention. Ensuite, un ordinateur, ça peut tomber en panne. C'est une calculatrice qui est sous l'eau. Comme tout système électronique, ça peut tomber en panne parce que ça prend l'eau, parce que ceci, cela, parce qu'il est vieux, parce que vous n'avez pas de chance, ou parce que vous avez acheté un Square de Scuba Pro qui est un modèle qu'ils ont rapidement arrêté parce qu'ils tombaient tous en panne. Et quand ça arrive, vous pouvez avoir quelques soucis, donc on en reparlera juste après. Et donc l'ordinateur, c'est pas lui qui gère la plongée. C'est vous qui gérez votre plongée. L'ordinateur vous donne des indications pour gérer votre plongée. C'est pas lui le maître, c'est vous. Et c'est à vous de réfléchir à partir de ce qu'il vous donne. Donc, voilà. Les précautions à prendre. L'ordinateur est personnel. C'est-à-dire que vous plongez avec votre ordinateur sur toute sa période de plongée, sur les journées, sur le week-end ou sur les semaines de vacances. Pourquoi c'est important de garder toujours le même? Parce qu'il tient compte des plongées précédentes. Il sait la plongée du matin, il sait que vous êtes déjà saturé en azote, et donc qu'il doit en tenir compte. Si l'après-midi, vous avez oublié votre ordinateur, quelqu'un vous en passe un qui n'a pas plongé depuis 2-3 jours, l'ordinateur considère que vous n'avez pas d'azote, vous n'êtes pas saturé. Or, vous êtes déjà saturé. Donc, lui va vous dire, vous pouvez remonter sans palier, alors que vous aviez 5 minutes de palier à faire. Donc, l'ordinateur est vraiment personnel, ça ne se prête pas. Vous ne prêtez pas votre ordinateur que vous aviez le matin à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'avait pas la même plongée que vous. Et l'ordinateur doit être adapté, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du durcissement. Si vous connaissez suffisamment vos limites de santé, etc., vous pouvez durer. Donc ça, c'est à vous de faire cet effort d'adapter l'ordinateur à vous. Le modèle, je l'ai dit, il est une approximation de votre corps. À vous de mettre les bons paramètres pour qu'il soit d'autant plus proche de la réalité. Vous respectez votre protocole d'ordinateur, la vitesse de remontée, etc. Donc tout ça, le protocole, c'est quelque chose que vous connaissez en ayant lu la notice. Je suis un petit peu chiant avec ça, je sais, mais c'est important de savoir. Il ne faut pas juste regarder l'ordinateur quand il bip, je suis trop rapide. Non, il faut savoir que votre ordinateur, il remonte par exemple à 10 mètres par minute et qu'il bip à 12 mètres par minute. Si vous attendez toujours... c'est un peu comme si sur l'autoroute, vous attendez de voir des flashs pour savoir que vous êtes trop rapide. Non, vous savez que vous devez rouler à 130, vous regardez votre compteur pour être à 130 et vous faites attention de ne pas le dépasser. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle dans l'ordinateur parce qu'il peut tomber en panne ou il peut vous donner des résultats un peu aberrants. Donc pendant toute votre plongée, vous devez toujours savoir où vous en êtes. Vous savez, vous allez regarder votre ordinateur toutes les 3-4 minutes. Vous n'avez pas le nez dessus en continu. Mais vous regardez votre ordinateur, vous savez quel est le temps que vous avez passé à peu près. Si jamais il tombait en panne là maintenant, vous savez, il y a 5 minutes, j'avais 20 minutes de plongée. Donc, je suis à 20-25 minutes. Ça vous donne une indication. Vous savez les profondeurs que vous avez atteintes. Vous savez les paramètres que vous attendiez à avoir parce que vous aviez planifié votre plongée. Donc, vous étiez parti pour faire 40 minutes avec 5 minutes de palier. Vous avez un problème à 25 minutes. Donc, vous savez que vous avez moins de 5 minutes de palier à faire. Mais ça vous permet d'avoir une notion de ce qu'il peut y avoir. Et pareil, si l'ordinateur, d'un seul coup, vous annonce 1 heure de palier, vous vous dites, non, là, il déconne. Il ne faut pas que je croie, ou si vous dit aucun palier alors que vous venez de faire 20 minutes à 40 mètres, il y a de fortes chances qu'il y ait eu un problème. Donc, vraiment toujours avoir en tête où est-ce que vous en êtes dans votre plongée et ce que vous attendez derrière et avoir une idée de ce qui va arriver pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je vais faire un parallèle après pour essayer d'expliquer ça.
La redondance des moyens de gestion de désaturation. En clair, un deuxième ordinateur. Si votre premier tombe en panne, vous avez le deuxième. Vous pouvez aussi, certains disent il faut des tables, donc les tables fédérales, donc c'est l'ancêtre de l'ordinateur, hein, c'est le calcul se faisait à la main, mais une table fédérale avec un profondimètre, un timer pour savoir sa profondeur, son temps, etc. Ça, oui, si vous avez tout sur vous, et pas uniquement les tables, et c'est votre première plongée. Si vous en êtes à votre deuxième plongée, comme vous n'avez pas, sur la première plongée, vous n'avez pas fait votre désaturation avec les tables, vous n'êtes plus dans le modèle, dans le cadre du modèle des tables. Et donc, l'après-midi, si vous utilisez les tables, elles ne veulent rien dire. Je reviens sur le petit schéma que j'avais fait là tout à l'heure. C'est que votre première plongée, vous l'avez faite avec votre ordinateur, et d'un seul coup, vous voulez faire une autre plongée avec la table. Le problème, c'est que vous n'êtes plus dans le cadre normal de l'utilisation de la table, parce que la table, vous aurez dit le matin, vous plongez comme ça, et vous avez tant de paliers, telle vitesse de remontée. L'après-midi, vous faites ça, mais comme vous ne l'aviez pas fait, vous n'êtes plus dans ce. Donc, vous êtes capable de calculer quelque chose, mais ça peut être complètement aberrant. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'un deuxième ordinateur, que vous avez toujours avec le deuxième ordinateur, a exactement la même vie que le premier. Donc, il fait la même chose, même si ce n'est pas le même modèle. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit exactement le même modèle de calcul, mais même si ce n'est pas le même modèle de calcul, vous allez avoir deux ordinateurs qui sont très très proches, et ce que le deuxième vous donnera ne sera pas déconnant par rapport à ce que le premier vous aurait donné s'il n'était pas tombé en panne. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. C'est vrai que ça a un coût. Certains vous diront oui, mais de toute façon, dans une palanquée, on est 2 ou 3, donc si mon ordinateur tombe en panne, il y a quand même peu de chances que ça arrive aux autres également. Oui, si vous avez fait les mêmes plongées. C'est-à-dire, je reviens toujours sur une plongée d'après-midi. Le matin, vous avez plongé, vos deux collègues n'ont pas plongé, ou on fait une petite plongée à 20 mètres alors que vous aviez fait le donateur. Et l'après-midi, vous plongez avec eux et votre ordinateur tombe en panne. Et vous vous fiez à leur ordinateur. Mais eux n'ont pas du tout la même saturation que vous. C'est pour ça que l'ordinateur, et même le deuxième ordinateur, doit être personnel. Donc quand vous pouvez, c'est toujours bien d'avoir un deuxième ordinateur en secours. L'entretien d'ordinateur, ça se nettoie, ça se rince tout simplement à l'eau chaude si possible pour bien enlever le sel, et les piles. Vous verrez dans les notices, vous avez en général soit il faut aller voir dans un menu particulier, voir l'état de la pile, il va vous dire je suis à 100%, 50%, et la notice vous dit qu'en dessous de 30%, par exemple, vous ne plongez pas. Parce qu'en dessous de 30%, potentiellement, l'ordinateur pourrait tomber en panne pendant la plongée. Et à 50%, entre 50 et 30%, vous pouvez plonger, mais par contre, il faut très très rapidement changer la pile. D'autres ordinateurs, vous avez directement une alarme qui va apparaître de façon assez lisible sur le premier écran. Là, ça dépend, et ça c'est pareil. Dans la notice, vous allez voir où trouver l'info et comment gérer cette info. Et au final, j'en ai parlé tout à l'heure, planifier sa plongée. C'est-à-dire quand vous allez planifier votre plongée avec vos copains, vous allez définir quel est votre protocole de remontée, c'est-à-dire les vitesses à respecter, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ordinateurs. Certains ordinateurs remontent plus vite que d'autres. Donc, quelle est la vitesse à choisir? Donc, dans les faits, on choisit la vitesse toujours la plus lente, mais ça, c'est quelque chose que vous allez voir quand vous faites des cours de planification, soit au niveau 2, niveau 3. Est-ce que vous faites les paliers profonds? Est-ce que ceux qui ont durci l'ordinateur, j'en parlais, précisez que vous avez durci l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur un peu particulier, type Sunto, qui a des plafonds et non pas des paliers, c'est peut-être intéressant de l'indiquer aux autres s'ils ne connaissent pas ce type d'ordinateur, etc. Et puis, vous définissez des what-if, mais ça fait partie du cadre plus général que l'ordinateur en lui-même. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a un problème? Qu'est-ce que je fais si l'ordinateur tombe en panne? Qu'est-ce que je fais Donc, vous avez plongé ensemble le matin, vous êtes l'après-midi, vous savez que vos ordinateurs sont globalement identiques. Si un ordinateur tombe en panne, c'est pas très grave. Par contre, toujours le même exemple, il n'y a que vous qui avez plongé le matin, l'après-midi, vous savez que si votre ordinateur tombe en panne, il faudra faire beaucoup plus de paliers que ce qui peut être indiqué sur les ordinateurs de vos collègues. Voilà, qu'est-ce que vous faites pour des données aberrantes, etc.
Donc ça, c'est vraiment bien appréhender votre ordinateur dans son utilisation et dans la cohabitation avec les autres plongeurs, les autres ordinateurs. Alors, j'ai essayé de faire un parallèle entre l'utilisation d'un GPS et d'un ordinateur. On va dire, par exemple, vous partez de Paris et vous voulez aller à Lyon. Donc, premier cas classique pour beaucoup de gens, moi compris, vous montez dans la voiture, sur l'ordinateur, sur le GPS, vous mettez votre adresse sur Lyon et vous partez et vous suivez. Et quand il vous dit tourner à droite, vous tournez à droite. Quand il vous dit tourner à gauche, vous tournez à gauche. Et c'est tout. Vous suivez, vous ne savez pas où vous êtes, vous en foutez, le GPS vous dit où aller. Et à un moment donné, le GPS vous dit prenez plein nord. Comme vous ne savez pas où vous êtes, vous le suivez et vous partez plein nord et vous continuez à suivre le GPS et vous continuez à le suivre. Et si jamais, autre cas, l'ordinateur tombe en panne, vous êtes quelque part en espérant que vous n'êtes pas trop trompé, entre Paris et Lyon, mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous êtes. L'autre façon de gérer un GPS, c'est que, et une conduite sur route, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous mémorisez à peu près où vous êtes. Vous savez quelle ville vous avez passé, vous savez sur quelle route vous êtes, si vous êtes sur l'A7 ou sur l'A5, ou sur la 31, et auquel cas, si vous êtes sur la 31, vous avez sans doute fait un petit loupé. Donc, vous savez à peu près où vous êtes, et le fait de savoir où vous êtes, et comme vous aviez planifié votre trajet, vous savez à peu près les points de repère principaux entre Paris et Lyon, quand à un moment donné, il vous dit prenez plein nord, alors vous savez que votre direction normale est au sud, vous allez vous dire ah, il y a un problème, j'ai une donnée qui est aberrante avec mon GPS. Et là, vous allez pouvoir regarder les panneaux, regarder la carte, et comme vous savez la route où vous êtes, les villes à peu près que vous avez passées, vous pouvez vous repérer facilement sur votre carte, et donc dire non, ok, le GPS déconne, et je suis telle direction, et je me débrouille avec mon moyen de secours qui est la carte. Et pareil, si l'ordinateur tombe en panne, vous n'avez plus aucune indication sur le GPS, d'accord, mais vous êtes capable de vous retrouver avec votre carte. C'est un peu ce que j'ai essayé de symboliser en bas. C'est d'un côté, vous regardez que votre GPS, vous avez une loupe uniquement sur l'instant présent, sur l'endroit où vous êtes, mais vous n'avez qu'une très très vague idée de ce que vous avez fait avant et de où vous êtes. Et vous savez vaguement où vous allez. Et dans l'autre cas, vous savez exactement ce que vous avez fait, votre distance, la direction que vous aviez prise, vous avez une très très bonne idée de là où vous allez, et donc une donnée aberrante ou une panne, c'est pas trop gênant parce que vous avez un moyen de secours. L'ordinateur plongé, c'est exactement la même chose. Dans cet exemple, ça fait 30 minutes que vous plongez à 20 mètres, vous avez fait une petite pointe de 2 minutes à 30 mètres. Bon. Et l'ordinateur vous annonce 3 minutes de palier à 6 mètres, et 25 minutes de DTR. Donc, ce qui veut dire beaucoup de paliers également à 3 mètres. Vu la plongée que vous avez faite, il y a peu de chances que vous ayez des paliers, ou si vous en avez, ça va être 1 ou 2 minutes de palier. Ça, c'est avec l'expérience que vous avez, que vous êtes capable. Donc, vous attendez à un chiffre entre 0 et 2 minutes. Quand il vous annonce 25 minutes de DTR, ce qui va faire sans doute quelque chose comme 18 ou 20 minutes à 3 mètres, plus 3 minutes à 6 mètres, etc. Là, vous dites non, l'ordinateur déconne. Et donc, grâce à votre expérience, la planification que vous aviez faite, parce que vous saviez à peu près ce que vous alliez avoir, vous dites non, là, mon ordinateur déconne, et vous passez sur votre deuxième ordinateur. Et là, normalement, il vous donne un résultat correct. Pareil, si l'ordinateur tombe en panne, vous savez que vous ne devriez pas avoir de palier ou alors très peu, d'accord, parce que vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous aviez prévu, ce que vous avez déjà fait et ce qui vous restait à faire. Donc, pas de souci, c'est exactement comme la direction du GPS. Vous savez que normalement, vous devez pouvoir remonter sans palier ou très peu. Donc, soit vous regardez votre deuxième ordinateur qui va vous donner des chiffres corrects, et si jamais vous n'aviez pas d'ordinateur, vous pouvez essayer de prendre en sécurité, vous dire bon, je vais quand même faire 5 minutes à 3 mètres, parce que je sais que de toute façon, je devais être entre 0 et 2 minutes, donc j'assure le coup en faisant 5 minutes et 3 mètres. Voilà. C'est le type de raisonnement que l'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours savoir, d'avoir prévu ce que vous vouliez faire, planifier ce que vous vouliez faire et savoir où vous en êtes sur votre carte. Voilà.
pour un parallèle. Voilà, donc l'ordinateur ne se substitue pas à la planification ni au bon sens. C'est vraiment le truc vraiment très très important à comprendre sur un ordinateur et pas faire une confiance aveugle dans ce qu'il vous annonce. Alors ensuite, quand on a, donc là je vous ai parlé d'un problème d'ordinateur. Maintenant c'est vous qui avez un problème, vous avez fait une remontée trop rapide ou des ruptures de palier. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Ceux qui ont déjà étudié donc les niveaux 2 et au-delà, qui ont déjà étudié les procédures avec les tables de la FEDE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les tables, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'ancêtre de l'ordinateur, c'est-à-dire c'est une table qui vous dit si vous avez plongé à telle profondeur maximum et tel temps, vous devez faire tant de paliers, etc. Et il y a des procédures. Par exemple, une remontée rapide, on redescend à mi-profondeur pendant X minutes, etc. etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur? Donc là, premier truc, c'est qu'est-ce que dit la notice? Et deuxième point, est-ce que si la notice dit rien, si j'ai lu la notice bien sûr, est-ce que les procédures de la table s'appliquent dans ce cas-là ou pas? Est-ce qu'on fait, dans le cas d'une remontée rapide par exemple, une réimmersion, ou est-ce qu'on reste en surface et on met les procédures nécessaires en place en surface? Donc ça, vous voyez que j'ai laissé des questions et je ne donne pas de réponse parce que là, on peut en discuter. Alors, les notices, c'est simple, elles vous disent appelez les secours. J'ai lu une dizaine de notices d'ordinateurs de différentes marques. C'est mettez en place les procédures de secours nécessaires, etc. Ils prennent aucun risque et ils ne donnent pas de procédure à appliquer. Que ce soit Sunto, Mares, Scuba Pro, Cressy, Aqualung, je ne sais plus ce que j'ai lu d'autres encore, comme le tien, Thierry, Dive, je ne sais plus quoi. Voilà. Il n'y a jamais de procédure expliquée. C'est vous, si vous n'avez pas respecté les conditions de remontée, donc rupture de palier ou remontée rapide, eh bien, vous voyez avec l'EDP et on appelle les secours si besoin. Donc, eux, globalement, c'est déclenchement de la chaîne des secours. Donc, bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Nico et Thierry, si vous voulez, ou d'autres, hein, si vous voulez ouvrir le micro et en discuter, dire un peu votre ressenti là-dessus. Il y a du pour, il y a du contre, selon les conditions, selon les personnes, selon la situation où vous êtes, la situation dans le monde, la distance par rapport à la question des saturations en cas de problème, etc. Donc, voilà. Bon, du coup, j'ai ouvert mon micro et je viens voler à ton secours aussi sur cette question-là, même s'il n'y a pas de problématique par rapport à tout ce que tu as dit. Hein. La réalité du fait, c'est qu'aujourd'hui, si on plonge avec un modèle, on doit appliquer toutes les procédures qui sont attenantes à ce modèle. Donc, n'importe quel ordinateur qu'on utilise, si sur la notice, il est dit que quand on doit faire du palier, s'il y a une rupture de palier, ça nous dit qu'on ne doit pas avoir de rupture de palier. C'est ça qui est écrit la plupart du temps. Hein. Si vous remontez trop vite, remontez à la vitesse préconisée. Et si jamais vraiment vous avez fait une erreur, ça dit qu'il faut alerter les secours, stopper la plongée, alerter les secours et procéder à une évacuation. Maintenant, il y a beaucoup de sujets, il y a eu beaucoup de débats, notamment très passionnés par rapport à ça, avec des interventions, notamment d'Alain Forêt, qui est une référence dans le monde de l'enseignement de la plongée, qui a relancé ces sujets l'année dernière. Et ça a été soumis à beaucoup de discussions, d'interprétations, etc., etc. Donc, beaucoup ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que Alain Forêt a pu dire, beaucoup sont d'accord. La réalité du fait, c'est que si on lit les choses comme il faut et qu'on regarde ça de manière très posée, Alain Forêt ne fait que redire que dans le cas où il n'y a pas de symptômes et qu'il n'y a aucun problème, on peut appliquer des protocoles tables à une problématique liée à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on a fait une remontée rapide, on a loupé un palier, on ne se sent pas bien en surface, on a des difficultés respiratoires, on a les premiers symptômes qui apparaissent. À ce moment-là, le salut viendra sur le bateau. Il ne faut surtout pas aller se remettre au fond de l'eau, prendre le risque d'aller se noyer à mi-profondeur ou de se noyer en refaisant son palier ou autre couillonnerie comme ça. Il vaut mieux remonter sur le bateau et se mettre sous oxy et aller très vite dans un caisson, là où on n'aura aucun problème suite à cette intervention. Après, si jamais on se retrouve dans une situation où
où il n'y a pas de symptômes, on arrive en surface, on a chanté 2 minutes de palier, on arrive en surface, et puis tout va bien, on se remet à l'eau dans les moins de 3 minutes. On a de l'air, personne n'est en panique, personne n'est en stress, on se réimmerge tranquillement, la mer est en bon état aussi, la réimmersion est pas compliquée. On se réimmerge à son palier, on finit ses paliers et tout va très bien et il n'y a pas tellement de sujets là-dessus. Dans tous les cas, pour les autonomes, c'est une décision qu'il faudra prendre en palanquet, parce que si le DP n'est pas là, le DP sera sous l'eau, donc c'est pas lui qui prendra cette décision. Donc pour pouvoir prendre la décision de se réimmerger, il faut vraiment faire attention à ce que l'ensemble de la palanquée soit en parfait état. Si on est sur une remontée rapide, elle est généralement due à un gros effet de stress ou elle est due à une problématique de lestage. Donc ça devient très très compliqué de réfléchir à savoir comment on va se réimmerger dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, à mon sens, le salut il passera plutôt par un signal de détresse au bateau et une remontée sur le bateau. Et en fonction de ce qui s'est passé et des potentiels symptômes qui pourraient apparaître, à ce moment-là, on met un protocole d'évacuation en place et les choses se passent plutôt bien. Voilà, en gros, mon point de vue à moi sur le sujet. Thierry, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Donc, on en avait discuté ensemble. Ouais. Effectivement, ça fait débat et en gros, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de règles absolues à appliquer. Comme tu disais quelque part, hein, à un moment donné, il faut s'adapter à la situation. Et ça, il n'y a pas de règles. Comme le disait tout à l'heure Didier, hein, ça relie un petit peu les deux. Le cerveau, vous ne l'avez pas au poignet. Hein. Comme il n'est pas non plus dans un livre ou dans une règle préétablie. Il y a pas mal de paramètres qui arrivent à un moment où ça se passe et il faut gérer l'ensemble des paramètres et prendre la bonne décision. Que dire d'autre ? Je pense que pour les niveaux 3, les niveaux 2, vous devriez moins vous retrouver dans ces situations un peu compliquées. Les niveaux 3, vous risquez très vite de vous retrouver, enfin très vite non, si vous faites tout comme il faut, vous n'aurez jamais à vous se poser ces questions-là, mais vous pouvez un jour vous poser ces questions-là sans que le DP soit avec vous, parce que vous pouvez plonger sans DP ou avec un DP qui sera allé sous l'eau et des plongées un peu profondes qui ont été saturantes. Je pense que c'est important que vous en rediscutiez bien aussi avec vos formateurs pour vraiment prendre le temps d'approfondir cette question. C'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Il faut y avoir réfléchi avant. Il faut avoir une idée avant de qu'est-ce qui va vous pousser à vous remettre à l'eau ou pas. Et ça, c'est valable pour nos DP et c'est valable aussi pour les. Posez-vous les questions maintenant. Enfin maintenant, voilà. Avant que ça arrive, il faut se poser les questions avant. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que les procédures, pour ceux qui les connaissent, vous avez 3 minutes pour redescendre. En 3 minutes, vous devez avoir réussi à faire un check des différents membres de la palanquée, savoir si tout va bien, de savoir si c'était un problème de lestage, en 3 minutes, il faut avoir récupéré du lestage pour pouvoir redescendre. Il faut avoir vérifié que vous avez l'air suffisant pour redescendre à mi-profondeur, repasser 5 minutes, refaire vos paliers, etc. Tout ça en 3 minutes. Donc, c'est pas dans ces 3 minutes-là que vous devez commencer à discuter du bien fondé, du respect de la règle ou pas. Donc, c'est vraiment des discussions à avoir en amont et de manière à arriver au moment où vous avez un problème, rapidement vous dire « Ok, je suis dans la situation où tout va bien, tac, 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 ok, on redescend. » C'était en début de plongée, j'ai eu un problème, bon, ok, on redescend, ou ça peut être sur des exercices de formation, les remontées rapides assez régulièrement, c'est là-dessus. Vous êtes avec un encadrant, du coup, qui peut prendre des décisions. Mais en tout cas, vous l'avez réfléchi avant et vous n'avez plus qu'à prendre une décision entre plusieurs options et pas commencer à discuter des options possibles. C'est ça. Après, il y a une règle, moi, que je m'applique, c'est à un moment, si je me pose la question de réimmersion et que j'ai un mini doute, le plus petit doute possible, en disant peut-être qu'il ne faut pas se réimmerger, je ne me réimmerge pas. Tout à fait. Et le dernier point aussi, c'est que c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que même si le DP est sur le bateau, le DP vous donnera un conseil, mais il ne peut pas vous obliger à vous réimmerger. Si c'est pas votre procédure. Et ça sera forcément pas votre procédure. Donc c'est à vous de décider. Par contre, si le DP vous dit non, tu reviens, machin, en général, il vaut mieux l'écouter parce qu'il a peut-être, lui, détecté que vous étiez pas en état de redescendre. Le cas inverse, hein. On vous dit réimmerge-toi, et tu te sens pas bien, et tu te sens pas capable de... Voilà.
À un moment, dire non, je peux pas. Je peux pas. Faut savoir. Ouais, faut savoir là-dessus, ce qui est vachement important dans tout ça, c'est que l'ordi, et tu l'as très bien expliqué plusieurs fois, Didier, sur le sujet, l'ordi, c'est un outil, c'est un guide, c'est quelque chose qui va nous donner des informations. Et 1 minute de palier chanté, en soi, c'est pas une catastrophe, quoi. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, la procédure nous avait dit qu'il fallait faire 2 minutes. Bon, bah, il y a 1 minute qui est partie en travers. En soi, c'est pas une catastrophe. Alors, je ne devrais pas le dire comme ça, mais en soi, c'est pas une catastrophe. Dans le sens où c'est un modèle mathématique. L'ordi va dire safe, mais ça ne veut pas dire que votre corps va pas l'avoir accepté. Mais comme le fait d'avoir fait cette minute-là et d'être à 0 ne vous garantit pas une remontée sur le bateau sans aucun risque non plus. Il y a une tolérance qui va autant dans un sens que dans l'autre et qui a des marges de sécurité et aussi des marges de défaut. Donc du coup, voilà. Le vrai truc, à un moment où il y a une rupture de protocole, le vrai truc, c'est votre ressenti, le ressenti du DP, de l'encadrant, de ce qui s'est passé. Et pour répondre à la question de Philippe, juridiquement, un encadrant qui prend la mauvaise décision, bien évidemment qu'il peut être amené à aller répondre de sa décision si jamais il s'était passé quelque chose de suffisamment grave pour être obligé d'aller répondre de ça juridiquement. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander, avec les éléments qu'il avait sur le moment, quelle décision il a pris et quelle décision était justifiée. Si les décisions qu'il a prises sur le moment étaient justifiées et qu'elles n'étaient pas complètement déconnantes, on ne lui reprochera pas d'avoir pris une décision qui, sur le moment, paraissait être la bonne, en fait. Mais Nicolas, et si c'était pas la bonne, à un moment donné, il faudra lui expliquer le pourquoi c'était pas la bonne. Oui, mais Nicolas, dans ce cas-là, il y a des causes. Dans ce cas-là, si l'encadrant est amené à être devant la justice, on va lui demander quel protocole vous avez, quel outil vous avez utilisé, ordinateur, que vous dit la notice, et vous n'avez pas respecté la notice. Donc derrière, vous avez fait une faute grave, quoi. Enfin, j'extrapole et j'essaie de me mettre dans le cadre des situations. C'est pour ça qu'il faut être capable d'expliquer la décision que tu as prise. C'est ça. C'est pas une décision que tu as prise sur un coup de tête, c'est une décision que tu as réfléchi avant. Mais en tant qu'encadrant. Je ne cache pas que si j'avais le problème, je me poserais très très fortement la question. Et pourtant, c'est un sujet qu'on a débattu X fois. Les spécialistes aujourd'hui, quand je cite Alain Forêt, je le cite avec tout ce qu'il peut y avoir derrière la compétence de ce bonhomme-là. Il a écrit tous les livres qui nous permettent aujourd'hui d'apprendre à plonger dans ces livres. Moi, j'ai appris surtout ces livres à lui, et c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement tous ces sujets. Et quand il a relancé cette discussion sur les protocoles de sécurité, il l'a relancé en son âme et conscience. Et il n'y a rien qui interdit aujourd'hui d'utiliser le protocole qui a été plus ou moins mis en place pour les tables. Il n'y a rien qui interdit d'utiliser pour une autre procédure. C'est pas clairement dit qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est même pas dit clairement qu'il est fait pour ces tables-là, etc. Donc du coup, c'est un protocole. Ce protocole-là nous emmène à une réimmersion, qui nous emmène à nous remettre à une pression donnée pour potentiellement recalmer des bulles, remettre un cycle de saturation en place et remonter de nouveau doucement pour recalmer le jeu et faire en sorte que ça se passe mieux. Mais ça, c'est valable que si le plongeur est en état d'aller se retourner dans un milieu dangereux. Le milieu dangereux, c'est l'eau. Donc si le plongeur est capable de se remettre dans un milieu dangereux, que tu te retrouves dans un endroit où le premier caisson hyperbare, il est à 48 heures de navigation parce que tu es au fin fond du Soudan, au fin fond des Maldives, au fin fond de Bali ou de je sais pas où. Eh bien, certainement que tu éviteras des problèmes à aller appliquer un protocole de réimmersion et qui va certainement en limiter les dégâts. Si jamais tu es proche d'un caisson et qu'il y a des risques à la réimmersion parce que tu n'es pas en très bon état, à ce moment-là, il vaudra mieux rester sur le bateau, se mettre sous oxygène pour faciliter la désaturation, boire de l'eau pour fluidifier le sang et être recomprimé dans les 2 heures. Il faut savoir que la plupart du temps, si on est recomprimé dans les 2 heures, au caisson hyperbare, à ce moment-là, il n'y a pas de problématique. Moi, je te cache pas que sur ce sujet, je suis un peu sensible dans le sens où, dans le club dans lequel je suis associé, je suis le seul encadrant, je suis le seul DP, et même le propriétaire du bateau n'est pas DP. Donc, ça veut dire que cette responsabilité, c'est quelque chose. C'est la tienne.
C'est la mienne, et j'avoue que j'ai jamais réfléchi là-dessus, et c'est vrai que ça peut un peu... Mais par contre, Philippe, dans ce que tu disais, on peut, à mon avis, difficilement te reprocher dans le non-respect de la notice d'utilisation de ton ordinateur. Pourquoi? Parce que la plupart des notices, je ne les ai pas toutes lues, hein, la plupart, elles te disent qu'en cas... Voilà, déjà, elles te disent pas plonger, et elles vont te dire, en cas de... S'il se passe quelque chose en dehors du protocole, rupture de palier, déco pas respecté, eux, ils se dédouanent de tout. C'est-à-dire qu'ils te disent qu'il faut appliquer les protocoles à disposition. Eux, ils ne le définissent pas, puisque ça ne fait plus partie de leur scope. Donc, quelque part, en gros, ils te disent, débrouille-toi, fais ce qu'il faut faire. Ils ne te disent pas quoi. Voilà. De toute façon, et donc, ce qu'il faut faire, commencer, c'est soit payer les secours, soit appliquer les tables. Moi, de toute manière, et bon, juste pour la petite anecdote, moi aujourd'hui, donc dans ce club-là, donc comme je dis, c'est quand même des gens que je connais peu, avec lesquels je plonge peu, mais quand je plonge, je leur dis s'il y a un problème en termes de décompression, pas de réimmersion, ça sera le caisson. Avec la chance que l'on a, c'est que le caisson est à proximité. Voilà. Et ça, c'est une très bonne façon d'éviter de se poser trop de questions et d'appliquer un protocole qui fera que très rapidement, quelqu'un qui a eu un problème en plongée, il est sur le bateau, et quand il est sur le bateau, on peut s'occuper de lui. Quand il est dans l'eau, et là je vous donne vraiment le fond de ma pensée, quand il est dans l'eau, on ne peut pas s'occuper de lui. Quand il est sur le bateau, les gens peuvent s'occuper de lui, on peut le mettre sous oxy et on peut faire ce qu'il y a à faire pour éviter qu'il puisse y avoir le moindre problème derrière suite à cet accident ou incident de plongée. Et Nico, tu peux nous... Pardon, mais là, on est réellement dans des très bonnes conditions. En France, on a l'oxy sur les bateaux, on a des personnels formés sur les bateaux en général, ou au moins tous ceux qui sont RIFAP, etc. Et où qu'on soit en France métropolitaine, on a un caisson pas trop loin. Donc effectivement, le fait de dire dans mon club, il n'y a pas de réimmersion. Tout à l'heure, je disais qu'au moment où on a un problème, on a plusieurs options, il faut y avoir réfléchi avant. Là, c'est simple, il n'y a qu'une seule option. Donc l'option, c'est ça. Et dans les 3 minutes, le gars, il est sur le bateau, au lieu d'être encore en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Et cette option est argumentée. Hein. Ah oui, c'est une option argumentée qui se défend. Qui est justifiée. Et tu as gagné 3 minutes, je dirais, de réflexion. Ton gars est déjà sous l'oxy au bout de 3 minutes. Et on pourrait s'interroger sur les accidents suite aux réimmersions. Et Nico, je crois que tu as quelques expériences. Oui. Voilà, et c'est souvent, ça peut être souvent très tragique. Hein. Et c'est souvent sur des plongeurs qui plongent en autonomie. Oui, exactement. C'est souvent sur des décisions qui vont être prises comme ça. Je pense qu'on peut regarder s'il n'y a pas d'autres types de questions, parce que ça fait un petit moment qu'on est sur celle-ci, puis on peut peut-être en perdre quelques-uns. Et après, je parle un petit peu des différents critères qu'on peut regarder pour choisir un ordinateur. Vas-y, fais ça. Sauf s'il y avait d'autres questions un peu plus générales. Alors, je reprends. Alors, les différences entre les ordinateurs du marché. Donc là, vous voyez sur cette image plein de types d'ordinateurs. Vous avez du Cressi, du Suunto, du Scuba Pro, des formats montres, des formats carrés. Là, c'est un Mares. Là, c'est Mares. Encore un Mares. Un Aqualung qui est assez récent sur le marché. Le Shearwater, qui est un ordinateur plutôt technique. Celui-là aussi, le Eon Suunto, est plutôt technique. Vous avez, on verra une photo, mais des choses en console. Vous avez maintenant des ordinateurs sur les masques. Enfin, plein de types d'ordinateurs, donc de formes, de types d'affichage, avec des couleurs, pas de couleurs, avec des petits graphiques, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très large. Donc, vous voulez choisir un nouvel ordinateur ou un premier ordinateur. Donc là, déjà, la question n'est pas la même. Parce que quand vous changez d'ordinateur, vous avez déjà une expérience, vous savez exactement ce que vous allez en faire. Quand c'est votre premier ordinateur, vous êtes prépa niveau 2, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, si vous ferez de l'encadrement plus tard, si vous allez plonger 10 fois par an ou 10 fois par semaine. Voilà. Donc, on ne se pose pas forcément les mêmes questions parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Alors, ce que je vous conseille toujours, c'est, il y a le descriptif marketing que vous trouvez sur le site de vente, quand vous regardez sur Internet.
Vous avez le descriptif marketing sur le site du vendeur, du fabricant, je veux dire, mais vous avez aussi, en général, la possibilité de télécharger la notice. Et lisez la notice. Alors, le descriptif marketing est intéressant parce que ça vous dégrossit quand même bien le type et puis ça met en évidence certains points qu'on verra aussi bien dans la notice. Mais la notice va vous permettre de voir des choses, les vitesses variables ou pas, etc. Un petit peu les modèles qui sont utilisés, si vous voulez un petit peu creuser là-dessus. Ça va vous donner une mine d'informations vraiment importante. Une fois que vous avez à peu près les trucs, voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence ou comme point commun, hein, parce que tous ne sont pas différents, c'est les modèles utilisés. Donc, je ne vais pas vous parler des différents modèles, des RGB, machin, chose, je ne sais plus les noms. Il y a plein de modèles différents. Souvent, ce sont des modèles qui partent d'un même modèle, mais chacun a ses propres variations. Certains modèles sont complètement différents. Globalement, tous les modèles se valent. C'est-à-dire que sur le marché, vous n'avez pas un ordinateur qui va vous mettre en danger. Mais ils sont tous différents. Certains sont plus durs, donc vous ferez plus de paliers. Donc vous allez dire, ah ben, j'ai un ordinateur, il me donne toujours 3 minutes de palier de plus, c'est chiant, le tien il donne moins, il est mieux. Ben, il est mieux, mais peut-être qu'il est moins sécuritaire. Est-ce qu'il vaut mieux avoir les 3 minutes de plus ou 3 minutes de moins? Bon, si tous les ordinateurs vous donnent 3 minutes de palier et qu'il y en a un qui vous donne 15 minutes à chaque fois, peut-être que le modèle est trop dur. Mais voilà, c'est toujours la question entre le compromis entre la sécurité et le confort, en tout cas le plaisir de plonger sans faire des heures de palier. Vous avez, j'allais dire une chose, mais ça m'a échappé, ça fait rien. Donc voilà, donc selon les modèles, si vous vous intéressez un peu plus à la théorie qu'il y a derrière les modèles, vous pouvez distinguer certaines choses différentes. La gestion de gaz, ça c'est un point qui est quand même pratiquement tous maintenant permettent au moins de gérer le nitrox. Donc le nitrox, c'est simplement que vous allez plonger avec un mélange qui n'est pas le mélange 21% d'oxygène et 79% d'azote, c'est-à-dire l'air ambiant, mais enrichi en oxygène. Et donc le modèle, dans son calcul, l'ordinateur doit savoir que vous avez 30% d'oxygène au lieu de 21 par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour du nitrox, ce qu'on appelle le nitrox base. Pratiquement tous les ordinateurs permettent de gérer le nitrox. Et après, il y a le multigaz. Le multigaz, c'est ce qui permet de faire une plongée avec 2 gaz différents pendant la plongée. Et typiquement, à notre niveau de plongeur loisir, c'est ce on pourrait retrouver avec du nitrox confirmé, c'est-à-dire de faire la décompression à l'oxy. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre plongée à l'air ou au nitrox, et arrivé au palier, vous passez sur une bouteille qui contient de l'oxygène pur, ce qui vous permet de désaturer beaucoup plus vite. Mais dans ce cas, l'ordinateur doit savoir qu'à ce moment-là, vous avez changé de gaz. Et donc, certains ordinateurs vous permettent de gérer plusieurs gaz. Donc, c'est ce qu'on appelle les multigaz. Donc, à bien différencier d'un ordinateur qui fait du nitrox, où vous ne plongez qu'à un seul gaz, simplement vous avez changé sa composition. Dans le multigaz, vous pouvez changer pendant votre plongée, changer de bouteille et changer de gaz. Et ça peut aller jusqu'aux ordinateurs Trimix, avec toute une planification des changements de gaz, etc. Mais là, ce n'est plus du tout dans notre domaine. Alors, j'ai mis un point que la philosophie par rapport à la plongée saturante, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai lu les différentes notices. Si vous lisez la notice d'un Mares, Scuba Pro, Sunto, etc., les modèles qu'on trouve plutôt en Europe, on vous explique ce que vous affiche l'ordinateur et comment il affiche les paliers, comment respecter les paliers en étant plus ou moins 50 cm. Si c'est à 3 mètres, vous pouvez être entre 2,50 m et 3,50 m. Voilà. Et voilà, globalement, toute explication de l'ordinateur tient autour de la vitesse de remontée, des paliers, etc. Et un ordinateur type Aqualung, qui est récent sur le marché et je pense qu'il est plutôt orienté marché américain, PADI, etc., sur, je crois, 12 ou 13 pages d'explication de l'ordinateur en plongée. Il doit y avoir, on va dire sur 15 pages, il y a 13 ou 14 pages sur comment lire sa profondeur max, comment lire
sa vitesse de remontée, etc. Et la dernière page, et surtout comment bien voir qu'il vous reste X minutes avant d'avoir des paliers, donc avant d'être dans une plongée dite saturante. Et donc, il vous explique qu'il faut absolument sortir avant d'arriver dans ces paliers. Et dans la dernière page, il vous dit, si jamais vous n'avez pas respecté tout ça et que vous êtes rentré dans les paliers, voilà comment faire. Mais c'est vraiment une philosophie différente, c'est-à-dire que globalement, une vraie plongée, c'est sans palier, et le palier, c'est une procédure pratiquement donnée comme une procédure de secours, au même titre qu'on vous dirait, on parlait par exemple de vous réimmerger après une remontée rapide. Alors que dans les autres, la plongée normale contient des paliers et la procédure de secours, c'est la rupture de palier. Ce n'est pas le fait d'avoir du palier. Et donc, il y a des ordinateurs. Alors après, je ne sais pas dans l'utilisation et dans les modèles si ça a un impact ou pas, mais c'est vraiment intéressant de voir cette différence de philosophie entre, alors c'est moi qui caricature un peu, mais une plongée européenne qui est plutôt orientée, ou en tout cas plongée française, qui est plutôt orientée vers la plongée saturante, parce que pour nous, c'est tout à fait normal de faire du palier, et une plongée plutôt type PADI, vacances, loisirs, vraiment très très loisirs, type américaine, où la plongée, c'est dans la courbe de sécurité, et le palier, c'est quelque chose c'est une anomalie, quoi. Si on a du palier, c'est qu'on a loupé sa plongée. Voilà. Donc c'était un petit aparté sur le sujet, mais qui m'amuse beaucoup quand je lis des notices d'ordinateur. Et ensuite, donc tout ce qui est sécurité, voilà, les points auxquels il faut faire attention. La sécurité, c'est-à-dire que dans la notice, vous allez trouver différentes limites d'utilisation, de précautions à prendre. Par exemple, ne pas plonger avec des paliers, ce que je venais de dire. Beaucoup disent qu'il faut un deuxième système et un deuxième ordinateur. C'est là qu'on va voir s'il est donné pour une plongée par jour, ou 2 plongées par jour, ou 3 plongées par jour. Je vous disais tout à l'heure, c'est important parce que si vous en faites plus que autorisé, vous n'êtes plus dans le cadre du modèle. Et globalement, et Thierry et Nico le disaient tout à l'heure, si vous lisez bien la notice, il ne faut pas plonger. Ils vous vendent un ordinateur de plongée, mais ils vous disent non, il ne faut pas plonger, c'est dangereux. Donc c'est toujours amusant de voir, en général, la moitié de la notice, c'est attention, si vous ne respectez pas, danger de mort, si c'est un danger de mort, si ceci, danger de mort. Et c'est à vos risques et périls. Nous, on vous garantit que jusqu'au déballage du carton et pas plus, quoi. Mais voilà, c'est important quand même de lire dans la notice ces points-là pour savoir quel est le cadre du modèle que vous allez utiliser. Alors je ne sais pas s'il y a des ordinateurs qui prévoient plus de 2 plongées par jour, 3 ou 4. Dans ceux que j'ai vus, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Mais effectivement, si vous savez que vous plongez toujours 3 fois par jour et qu'il y a un ordinateur qui sait gérer et que c'est dans son modèle, il vaut mieux prendre ce type d'ordinateur. Mais à part peut-être les ordinateurs techniques, je n'en ai pas vu. Ensuite, les différents paramètres que l'on va trouver, les différentes choses. La vitesse de remontée, j'en ai parlé tout à l'heure. En général, c'est aux alentours de 10 mètres minutes, avec des alarmes à 12 mètres minutes, etc. Par contre, certains ordinateurs ont des vitesses variables. C'est-à-dire que quand vous êtes à 40 ou 50 mètres, voire 60 mètres, vous pouvez remonter à 20 mètres minutes. Et plus vous arrivez vers la surface, plus vous devez ralentir jusqu'à arriver à 20 mètres. Vous êtes, je crois, sur le Scuba Pro, on doit être les Scuba qui sont en vitesse variable. À 20 mètres, on doit être aux alentours de 10 mètres minutes. Et puis à 10 mètres, on doit être à 7 mètres pour arriver à 6-5 mètres minutes près de la surface. Donc, une vitesse variable qui vous permet de dégager beaucoup plus vite des profondeurs, donc des endroits saturants et dangereux, et d'être par contre beaucoup plus lent vers la surface. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître, et en particulier quand vous plongez avec quelqu'un, de pouvoir lui dire, attention, moi je suis en vitesse variable, parce que vous allez décoller du fond à 20 mètres minutes, et lui, il a une vitesse fixe à 10 mètres, et même à 60 mètres de profondeur, il doit remonter à 10 mètres minutes. Donc c'est des points importants. Allez, on va dire qu'à 80%, les ordinateurs sont, en tout cas, les personnes avec qui on plonge ont des vitesses fixes. Ce qui fait que quand on a une vitesse variable, de toute façon, on se limite à la vitesse fixe quand on est profond. Donc ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant à savoir. Et au passage, Scuba Pro sur les 2 ordinateurs qu'on voit en bas à droite, le Sol et le Luna, étaient en vitesse variable, et leur dernier modèle est repassé en vitesse fixe.
Donc peut-être que c'est peut-être moins apprécié comme paramètre, mais à vous de voir. Ensuite, paramètres de réglage, j'en avais parlé tout à l'heure, les possibilités de durcissement. Des ordinateurs, je pense au Galileo Sol, parce que c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc celui que je maîtrise un peu mieux. On peut durcir, par contre, l'ordinateur va par exemple vous dire, vous avez, parce qu'on a durci, vous avez 5 minutes de palier, et si jamais vous ne le respectez pas, il va rebasculer sur le niveau de durcissement inférieur. Donc, si vous avez mis au niveau 3, il va dire, OK, vous aviez 5 minutes de palier. Si vous ne les avez pas fait, bon, il revient au niveau 2, c'est pas encore trop grave, jusqu'au niveau 0. Par contre, si vous ne respectez pas le palier du niveau 0, c'est vraiment le palier important. Donc, dans cette notion de durcissement, vous avez des ordinateurs tout simples, vous durcissez simplement. Et si vous ne respectez pas, vous avez une rupture de palier. Et d'autres qui vous donnent un petit peu de latitude, c'est-à-dire que si jamais vous n'aviez pas respecté, ils vous ramènent sur les niveaux inférieurs de durcissement jusqu'au vraiment au palier primordial. Donc c'est des choses qui sont bien à savoir. C'est pas forcément là-dessus qu'on choisit un ordinateur, mais en tout cas quand vous allez lire une notice et l'utiliser, c'est intéressant parce que derrière il y a plein d'affichages différents. Bon, eau douce, eau salée bien sûr, l'altitude. Donc je le disais, ça peut être manuel, ça peut être automatique. Certains ordinateurs maintenant vous indiquent après la plongée, au même titre que vous avez un no-fly qui vous dit que vous n'avez pas le droit de prendre l'avion pendant 24 heures, ou 12 heures selon un peu les modèles et la plongée que vous avez faite, vous en avez qui vous indiquent un niveau de montagne, taux d'altitude que vous pouvez atteindre. C'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez une petite montagne avec tout qui est grisé. Ça veut dire que vous pouvez monter en altitude sans problème. Ou pas, je sais plus lire celui-là. Et si vous avez que deux barres sur les 5 ou sur les 4, c'est que vous ne pouvez monter. Alors là, après, il faut le savoir parce que c'est pas marqué directement, mais vous n'avez pas le droit de monter au-dessus de, par exemple, 800 mètres d'altitude. Ça, c'est quelque chose qui est important en Corse, par exemple. Quand vous quittez la côte et que vous devez traverser la côte, la Corse, vous montez facilement à 1400-1500 mètres et on commence à avoir des altitudes qui sont quand même importantes. Ouais, pareil, quand. Vas-y. Non, je disais, c'est exactement ça. Quand toute la montagne est noire, vous n'avez pas le droit de dépasser le niveau de la mer. Et après, en fait, la montagne va se dénoircir et dès qu'elle est de nouveau blanche, vous pouvez remonter en altitude. Voilà. Et pareil, quand on revient du sud en passant par la route Napoléon, pour l'avoir fait dernièrement, on monte à 1100, pratiquement 1200 mètres. On est inférieur aux 1800 mètres. Après, tout dépend. C'est pareil, c'est des notions, on pourrait en parler, mais ça, c'est plus dans les cours de saturation, désaturation. Mais on se retrouve très facilement sans faire attention en altitude. Et il peut y avoir des conséquences importantes, au même titre que l'avion, etc. Après, alors l'affichage, il y a le type d'ordinateur. Donc, vous avez les ordinateurs poignets que 90% des plongeurs ont. Donc, c'est une montre plus ou moins large avec des petits écrans, des grands écrans. Vous avez les consoles. Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous avez un ordinateur comme celui-là. Donc, une console, c'est en général, on va prendre l'exemple classique, c'est un ordinateur qui est rattaché sur votre mano. Donc, vous avez ça à la place du mano qui pend. Vous avez votre mano et un ordinateur. L'ordinateur, du coup, lui, en plus, détecte directement la pression au niveau du mano et est capable de tenir compte de vous indiquer la quantité d'air et d'en tenir compte dans ses calculs si vous avez beaucoup consommé ou pas. Après, vous en avez où c'est carrément tout un ordinateur au même titre que l'ordinateur poignet, est simplement accroché à votre flexible à la place du mano et c'est lui qui vous affiche directement la pression et qui va en tenir compte. Ensuite, vous avez, c'est récent, les ordinateurs tête haute. Donc, c'est un masque qui contient un ordinateur et ce système au-dessus peut se basculer devant et vous affiche. Donc, ça vous permet de voir normalement devant vous, mais par contre, avec ça, vous avez un viseur tête haute et vous n'avez pas besoin de regarder votre poignet pour regarder les indications de l'ordinateur. Je ne sais pas si c'est gadget, si c'est bien, ça dépend peut-être aussi des conditions de plongée, du type d'eau et autres, mais je ne connais pas, mais ça existe aussi. Ensuite, la taille de l'écran, c'est quelque chose qui est important. La taille de l'écran augmente avec l'âge et la presbytie, pour beaucoup.
Donc vous commencez par des petites montres poignées, comme on peut voir là. On a la montre Matrix de Scuba, on a ça c'est une Scuba aussi, je pense. Et puis petit à petit, vous allez passer sur des ordinateurs un peu plus larges et jusqu'aux plus gros écrans qu'on peut avoir avec les Mares, les Scuba, etc. Parce que votre vue baisse et que c'est de plus en plus dur de voir les chiffres. Et l'étape d'après, c'est le masque à votre vue. Et ensuite, c'est la canne blanche. Et là, dans ce cas, vous êtes en plongée en D-Sub. Mais vous n'avez plus besoin d'ordinateur vous-même. Ensuite, les couleurs. Certains sont plus sensibles que d'autres aux couleurs. Les couleurs vous permettent de mettre beaucoup, je crois qu'on le voit sur les images là, ça va vous mettre en évidence les chiffres importants, voir en rouge les alertes ou des choses comme ça par rapport à des écrans, des petits écrans de type noir et vert ou noir et gris, etc. Ceux qui en ont moi je trouve pour l'instant que c'est un peu gadget parce que j'ai pas eu l'occasion d'en avoir. Ceux qui en ont en sont très très contents. Parce que tu es daltonien, Didier. Oui, parce que je suis daltonien aussi. Mais et il y a des modes daltoniens sur les ordi couleurs. Oui, aussi. L'ordinateur braille, Tu les as toutes notées par thème. C'est moins pratique. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément du gadget, qui est, a priori, ceux qui disent, voilà, les alarmes ou les chiffres importants apparaissent vraiment de façon très très claire et c'est vraiment sympa. Personnalisation, là vous avez vu, je vais me remettre un peu ici parce que les écrans se voient assez bien. Vous avez des écrans plus ou moins complexes et pour un même ordinateur, vous pouvez choisir différents affichages. Un affichage tout simple qui va vous donner les 3 chiffres importants. Là, vous avez votre profondeur, le temps passé et le no déco. Et puis des ordinateurs, pour un même ordinateur, vous pourriez avoir un autre affichage qui va en plus vous donner la température, la profondeur maximum, le pourcentage de saturation d'oxygène pour les plongées nitrox, etc. Et vous pouvez avoir, au lieu d'avoir là, on a 5 chiffres, vous pouvez avoir 10 ou 15 chiffres sur le même, vous pouvez avoir des graphes, des machins. Voilà. Toujours trouver, avec la personnalisation, c'est de trouver le compromis entre un affichage très facilement lisible où vous ne risquez pas de confondre des chiffres et pas penser que vous avez 1 minute de palier alors que le 1 c'était complètement autre chose et de vous louper dans votre désaturation. Donc, et après, vous pouvez avoir plus d'informations, c'est sympa, mais s'il faut commencer à lire 3 fois l'écran pour trouver le bon chiffre, ça peut être un peu dangereux. Donc c'est un compromis à trouver. Certains ordinateurs vous permettent de bien personnaliser ça. Donc soit du type d'affichage, c'est-à-dire vous avez un affichage light jusque full, soit personnalisé en disant je veux mettre ça à tel endroit, ça à tel endroit. Certains ordinateurs, on peut choisir, on parlait des modèles, vous pouvez choisir le modèle aussi, vous avez plusieurs modèles possibles dessus, voilà, il y a pas mal de choses. Et après, tout ce qui est, alors les alarmes sécurité, c'est toujours bien à savoir un peu ce qui existe. Je disais tout à l'heure, par exemple, la vibration, c'est quelque chose, je crois, Thierry a un ordinateur vibrant, quelque chose qui est intéressant. Là, je note un point sur les remontées rapides, ça c'est chez Mares. Chez Mares, si vous faites une remontée considérée comme rapide, c'est-à-dire les 2/3 de la remontée au-delà de 12 mètres minutes, ce qui n'est pas forcément très très rapide, mais en tout cas c'est en dehors du cadre, l'ordinateur va se bloquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes revenu en surface, il se bloque et vous interdit de plonger pendant 24 heures. Parce qu'il considère que cette remontée rapide, vous n'allez pas prendre le risque de replonger derrière, parce que le modèle, lui, de toute façon, ne saurait pas calculer correctement une désaturation pendant 24 heures. Donc il attend que vous soyez complètement désaturé et repartir à zéro. C'est une sécurité qui peut être chintée. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je ne veux pas bloquer l'ordinateur en cas de remontée rapide. Donc c'est une vraie sécurité que l'on peut chanter typiquement pour des moniteurs qui sont plus à même de se prendre des remontées rapides parce qu'ils font de la formation et un moniteur, alors pas forcément nous parce que nous à la limite si on ne flanche pas pendant 24 heures c'est pas la mort, mais un moniteur dans un centre commercial qui est payé pour ça,
Si à chaque fois qu'un élève le remonte trop vite, il se retrouvait bloqué pendant 24 heures, il risquerait d'avoir du mal à finir les fins de mois. Donc, il y a possibilité de chanter cette sécurité. Au passage, ça ne marche pas toujours, c'est-à-dire même chanter, elle peut quand même bloquer. Mais voilà, donc il peut y avoir certaines choses comme ça. Pareil, c'est à vos risques et périls, en toute connaissance de cause, que vous allez toucher à des sécurités ou masquer les messages d'alerte, etc. Les paliers profonds, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est des paliers, alors c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques années, qui existe sur certains ordinateurs, de faire des paliers aux alentours de 20 mètres, 17 mètres, c'est assez variable, pendant une ou deux minutes, ce qui, en théorie, permettrait de mieux désaturer. C'est très fortement remis en question. Et à part pour des plongées type Trimix ou autres, nous, dans plongée loisir, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utile. Et mieux, quand l'ordinateur a des paliers profonds, c'est de couper cette sécurité-là. C'est des paliers qui ne sont pas obligatoires, donc c'est pas très gênant. Et surtout, ça évite, dans une palanquée où vous n'êtes pas concerté avant, d'en avoir un qui reste des mètres pendant que les autres sont en train de remonter, et pour essayer de faire comprendre à quelqu'un que vous avez un palier profond, alors que lui s'attend à des paliers de 3 mètres, sous l'eau, c'est très très compliqué. Donc, il faut mieux les enlever. Après, vous avez des ordinateurs qui vous donnent, par exemple, le temps, donc ça va vous afficher le temps avant la déco, donc avant la décompression, avant palier, et le temps de palier après. La profondeur max, le temps max, c'est tous ces réglages, pardon, et ça c'est par rapport au réglage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bip, par exemple, 2 minutes avant palier, l'ordinateur va biper. Vous pouvez définir une profondeur max, dire je ne veux pas descendre en dessous de 40 mètres, et il bipera à 40 mètres, un temps max de plongée, voilà, il y a différentes choses. Des petits trucs que j'ai trouvé sympas sur Mares, qui dans les derniers modèles, c'est la DTR plus 5. Donc la DTR, c'est la durée totale de remontée. Et l'idée, c'est de regarder si j'aurai 5 minutes de plus là où je suis, à cette profondeur-là, quelle sera ma DTR. Si vous restez 5 minutes de plus et que votre DTR augmente de 5 minutes, ça veut dire que vous allez vous prendre 5 minutes de palier supplémentaires. Donc, toute minute passée au fond vous rajoute 1 minute de palier. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas trop intéressant de rester. Par contre, si vous avez 40 mètres, votre DTR est de 4 minutes, c'est-à-dire une remontée sans palier, et que vous voyez qu'à plus 5 minutes, vous n'avez pas de palier, vous pouvez encore rester sans problème. Donc, c'est intéressant d'avoir une petite projection de qu'est-ce qui va se passer si je reste 5 minutes de plus. Et la suite de ce paramètre, c'est le runaway, où vous pouvez lui dire si pour 5 minutes de DTR de plus, j'ai par exemple 10 minutes de DTR supplémentaire, ce qui veut dire que chaque minute de palier coûte chaque minute au fond va vous coûter 2 minutes de palier. L'ordinateur va biper en vous disant bon là c'est bon, c'est vraiment le temps de partir. Bon, je parle de ce cas-là sur Mares parce que je le connais bien. Il y a sans doute des choses un petit peu équivalentes ou d'autres petites fonctionnalités qui sont, je trouve, sympas quand on commence à faire des plongées un petit peu engagées avec du palier, etc. Et pour finir, des options. Donc, on en a parlé, la question a été posée sur le webinaire sur les détendeurs, les sondes de pression. Donc, la sonde de pression, c'est une sonde, c'est ce qu'on voit ici, qui se branche sur le détendeur et qui, en fin de compte, mesure la pression en lieu et place du manomètre ou en complément du manomètre. Il mesure la pression et par Bluetooth, ça envoie l'information à l'ordinateur. Et donc, l'ordinateur est capable de vous annoncer ce qui vous reste dans votre bouteille. Donc, au lieu de regarder votre manomètre, vous le voyez à l'écran. Il est capable de vous annoncer, si vous avez fixé une réserve à 50 bars, par exemple, il va vous dire, attention, il vous reste plus que 5 minutes par rapport à votre consommation, la profondeur où vous êtes, etc. Il vous reste que 5 minutes avant d'être sur réserve. Donc, c'est peut-être temps de remonter, d'aller faire vos paliers. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Et pour certains, il tient compte également de la consommation que vous avez eue. Si vous avez une forte consommation, vous êtes peut-être essoufflé, donc vous pouvez avoir des alertes, et il peut en tenir compte dans son modèle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup consommé a peut-être une moins bonne désaturation qu'un autre, et il peut augmenter un petit peu s'il considère que vous avez fait un essoufflement ou autre. Vous avez le cardiofréquence-mètre également, sur le même principe, ça plus la consommation qui va pouvoir indiquer à l'ordinateur de mettre un petit peu plus de paliers. Vous avez les boussoles de plus en plus. Donc, vous pouvez enregistrer un cap
C'est intéressant. Et puis après, si vous savez utiliser une boussole, ça vous donnera les quelques notions pour vous repérer. Et des choses qui sont vraiment intéressantes, le mode planification. Alors, c'est plus ou moins avancé. Un mode planification, c'est de dire, je prends mon ordinateur, là, j'ai plongé ce matin, par exemple, et puis je regarde là maintenant, si je plonge à 20 mètres, combien de temps je peux plonger sans avoir de palier. Ça, en général, c'est vraiment le mode le plus simple. C'est-à-dire, à l'instant T, si je plonge, je peux, à 20 mètres, je peux faire 22 minutes sans palier. Voilà. Après, il y a des modes un peu plus avancés. Vous allez lui dire, je plonge dans 2 heures, parce que vous êtes en train de planifier, donc vous n'êtes pas sur le point de sauter dans l'eau, vous planifiez votre plongée. Donc, dans 2 heures, je vais plonger. Donc, il considère que dans les 2 heures à venir, vous allez continuer à désaturer. Et quel sera, si je plonge à 20 mètres, combien de temps je vais pouvoir tenir. Et pour certains, une fois qu'il vous a dit que vous pourrez tenir 25 minutes à 20 mètres, vous pouvez rajouter du temps et il va vous calculer les paliers que vous allez avoir si vous décidez de plonger 30 minutes, etc. Là, dans cet exemple-là, donc c'est un mode planification de décompression. Il a été fixé qu'on voulait plonger à 30 mètres pendant 32 minutes et le système dit vous allez avoir 3 minutes à 6 mètres et 26 minutes de DTR. Donc ça, c'est sans doute une deuxième plongée, c'est-à-dire que le matin, il y a déjà eu une plongée importante et là maintenant, donc en plus il y avait juste avant, normalement on a réglé l'heure de plongée. Il vous donne les paramètres et vous savez que si vous plongez 32 minutes à 30 mètres, vous allez avoir du palier à 6 mètres, plus forcément du palier à 3 mètres, etc. Donc ça, c'est intéressant pour vraiment planifier votre plongée. Et ça, c'est plus ou moins des modes qui sont plus ou moins avancés selon les ordinateurs. Ensuite, un point qui est très, très important, sauf si vous avez plein de fric et que ce n'est pas gênant, la pile. Alors, de plus en plus, les piles sont changeables par l'utilisateur. Ça n'a pas toujours été le cas. Pour beaucoup d'ordinateurs avant, il fallait renvoyer votre ordinateur chez Mares, Cuba, etc., qui lui-même était le seul autorisé à ouvrir et à changer la pile. Ensuite, il y a eu certains magasins qui étaient aptes à le faire, mais à chaque fois, ça allait vous coûter... en général, au bout de 2 fois que vous aviez changé votre pile, ça vous coûtait le prix de l'ordinateur. Donc maintenant, de plus en plus, vous avez des piles, alors soit des piles boutons, bêtes et méchantes, sur les petits ordinateurs type le Puck de Mares, même le Quad, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, de Mares. Vous avez des piles un peu plus particulières, par exemple sur le Scuba Pro ici. C'est des piles beaucoup plus grosses, hein. C'est pas de la AA ou AAA, hein. C'est plus gros que ça. C'est des piles qu'on trouve quand même dans le commerce et on peut les acheter en général. Ça s'achète avec le joint, le kit avec le joint qui va bien et vous avez juste à ouvrir avec, dans le cas de Mares, vous prenez une pièce de 2 € et vous arrivez à ouvrir le petit capot, etc. Et ça, voilà, ça vous coûte le prix de la pile et pas le prix du réparateur. Et donc, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, pratiquement tous les ordinateurs sont sur ce mode-là, mais c'est quand même important de jeter un coup d'œil et de vérifier ce point. Après, voilà, il y a plein d'autres options. Ouais, Nico, non, je disais, il y a eu même des ordinateurs où les piles n'étaient pas changeables et quand la pile était morte, on jetait l'ordinateur. Ouais. Ça a aussi existé. Voilà. Et ensuite, voilà, donc il y a d'autres choses que vous pouvez avoir. Donc le journal de plongée, ça, en général, ils l'ont tous, c'est-à-dire que vous pouvez aller regarder le log des dernières plongées, au moins des dernières plongées, en particulier pour donner vos paramètres si vous êtes sorti de l'eau sans les avoir en tête, ce qui ne serait pas bien, mais vous pouvez revenir dessus. Certains ordinateurs ont un mode graphique. Et donc, vous pouvez, après votre plongée, regarder le graphe avec la profondeur à chaque fois et en fonction du temps. Et vous voyez votre plongée. Celui-là vous annonce même les paliers que vous aviez fait. Donc ça, c'est pas une plongée qu'on aurait fait au club, hein, parce que 1 minute à 15 mètres, 3 à 12 mètres, 4 à 9, 6 à 6 et 11 à 3. Moi, déjà, rien que pour les paliers, j'ai vidé mon bloc. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, en particulier quand on fait de la formation. Quand derrière, sur le bateau, on peut tout de suite montrer la courbe en disant, tu vois, là, quand on a fait la remontée assistée, là, t'es remonté trop vite, et ça. C'est pas mal des fois de voir tout de suite les infos. Mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, pour beaucoup d'ordinateurs, maintenant, ils peuvent être connectés à un ordinateur, un PC.
soit via une interface, un câble, soit en Bluetooth ou autre. Et ça vous permet d'avoir, avec en général le logiciel de l'ordinateur, vous pouvez avoir vos courbes de plongée. Donc là, il y a une courbe, mais ça peut vous permettre de gérer un carnet de plongée, par exemple. C'est-à-dire que toutes vos plongées sont enregistrées. Vous pouvez rajouter des informations si vous voulez les gérer comme ça. Au passage, maintenant, la fédération a sorti un carnet de plongée en ligne. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder à quoi ça ressemblait et si c'était intéressant. Mais voilà, c'est pareil, ça peut être un peu gadget. Pour ma part, à chaque fois que j'ai eu un ordinateur, au début, j'ai commencé à regarder toutes mes courbes et puis je les ai plus jamais chargées, sauf en cas de problème où on reprend la courbe pour essayer de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce qu'à un moment donné, on a fait une remontée rapide ou pas? Est-ce que pour essayer de comprendre ce qu'il y a pu y avoir, ou à titre pédagogique, après les exercices, pouvoir imprimer la courbe et la donner à la personne en lui disant tiens, voilà les différents points de ta plongée. Donc voilà à peu près. Après, il y a 10 000 autres choses qu'on pourrait dire sur les ordinateurs. Et surtout, au final, un ordinateur, ça va entre 150 et 1500 euros. Donc celui à 150 euros, vous n'aurez pas tout ce que j'ai dit. Et celui à 1500, vous n'avez pas forcément tout ce que j'ai pu dire non plus. Donc, je ne peux pas donner de conseil à quel est le meilleur ordinateur à acheter. Je dirais de façon générale, il vaut mieux acheter un ordinateur du même type que ce que vos copains ont déjà, parce qu'ils les connaissent, donc vous pouvez avoir des conseils d'utilisation. Ça veut dire que vous allez tous plonger avec des ordinateurs qui réagissent à peu près pareil. Je disais tout à l'heure, les modèles ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple d'une plongée de formation qu'on avait faite. On était 4. On avait des ordinateurs Mares et des Scuba Pro. Le fait d'avoir fait des remontées rapides, un peu trop rapides pendant les exercices, les Mares n'avaient pas réagi, c'est-à-dire que comme on n'était pas resté très longtemps au fond, ils nous donnaient 0 minute de palier. Moi, j'ai un Scuba Pro au poignet et un Mares accroché à ma stab en secours. Il m'annonçait 0. Les Scuba Pro nous annonçaient 6 minutes de palier. Parce que c'est des modèles qui n'aiment pas les remontées rapides. Ils considèrent qu'on a fait une remontée vraiment trop rapide. Il a dit non, là je mets une maximum de sécurité. Alors qu'en temps normal, on est plutôt un peu inférieur. Donc, juste pour dire que voilà, si tout le monde plongeait avec le même ordinateur, on est à peu près sûr des chiffres qu'on aura. Et quand on a des ordinateurs très différents, on peut avoir un peu de surprise. Donc, si vous hésitez entre deux modèles, il vaut mieux prendre le même modèle que votre copain, sauf s'il vous dit que c'est une merde, sachant qu'il n'y a pas de mauvais ordinateurs. Il y a des ordinateurs plus ou moins pratiques, plus ou moins lisibles, qui vous plairont plus ou moins, mais il n'y a pas un ordinateur dangereux qui est vendu. Et puis après, également, ce qui va jouer, c'est votre portefeuille. Si mettre 500 euros dans un ordinateur, ça ne vous gêne pas, faites-vous plaisir, prenez un grand écran, prenez un Scuba Pro avec une sonde, un Scuba Pro, je dis ça parce que c'est celui qui est à l'écran, mais prenez un grand écran avec une sonde, faites-vous plaisir. Si par contre vous êtes débutant, vous ne savez pas trop, les ordinateurs type je crois que c'est Zoop de Suunto, le Puck de Mares, il y a un Cressy, je ne sais plus si c'est Leonardo ou je ne sais plus exactement le nom. C'est des ordinateurs, et quand il y a une bonne promo, vous le trouvez à 140 euros, on va dire. Ils valent entre 140 et 200 euros. C'est des ordinateurs, vous pouvez plonger pendant longtemps avec. Moi, mon premier Puck, c'est mon ordinateur de secours maintenant. Et puis après, je me suis fait plaisir avec un ordinateur un peu plus costaud. Après, les ordinateurs à 1500 euros, c'est soit des ordinateurs techniques, vraiment techniques pour du Trimix, etc. Donc ça, aucun intérêt à aujourd'hui d'aller acheter ça. Ou des ordinateurs, il y a des Suunto qui sont très très beaux, c'est des montres que vous pouvez porter pratiquement tous les jours, des montres Suunto en titane, etc., qui sont magnifiques. Mais bon, ça fait cher la montre. Donc voilà. Voilà à peu près tous les différents points et ce qui peut, quand vous comparez des ordinateurs, ce qui peut vous alerter un petit peu sur tel ou tel truc. Voilà. Si vous avez des questions, sauf quel est le meilleur ordinateur, je ne saurais pas répondre.
Didier, je me permets de prendre juste la parole pour te dire un Oui. grand merci parce que je vais devoir vous quitter. Grand merci, très très belle séance, c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien. Et puis merci à toi de t'être connecté à Bah, distance. Ouais, nous avec, aussi, d'ailleurs. avec grand plaisir. Allez, salut à tout le monde, Allez, bonne salut. soirée. Ciao. On est un peu tous à distance. Hein. Oui, c'est pour ça, je dis. Mais lui encore plus. Bonne soirée. Merci pour la présentation. Ciao. Ouais. Bon, est-ce que sur le chat, il y avait des questions non répondues? Globalement, on a essayé de répondre un peu au fur et à mesure à toutes les questions ou les demandes qu'il y a pu y avoir, là-dessus. Ok. Si T'as vu, pas Didier? d'autres questions. Moi, j'y suis arrivé, mais bon, Ouais, mais c'est à l'envers. j'ai pas pris C'est le à temps. l'envers. Non, pour nous, il est dans le bon sens. Pour vous, il est dans le bon sens? Ouais. Il est dans le... ouais. Non, ça a réussi. Tout à l'heure, j'ai mis une photo de ma gosse, mais ça devient un zoom, c'était pas joli. Ok. Bon, il y a encore du monde au chat ou pas un petit peu? Il y aurait des questions? Non. Bon. Alors, je pense que tout le monde va se sauver parce que c'était quand même assez. Ouais. Là, on s'entend. En tout cas, très belle présentation, Didier. Ouais, alors attendez, je coupe l'enregistrement. Ouais. Non, je ne vais pas couper l'enregistrement. Je ne vais pas couper l'enregistrement. On est monté à 31 personnes au plus. Et combien de suicides après? Et là, on saura ça demain. Bon, je ne sais pas arrêter un enregistrement. Normalement, tu cliques les 3 petits points et puis tu vas sur arrêter l'enregistrement. Tu dois l'avoir, le truc. Ah bah oui. Voilà, tout simplement.